باهي. Bonjour à tous, nous avons l'honneur de vous présenter la théorie de contingence élaborée par Sghairi Amal, Awina Oussema et Bedoui Saïda. Tout d'abord, je vais commencer par définir cette notion. La théorie de contingence affirme que l'administration d'une organisation ne peut s'effectuer de manière homogène. C'est-à-dire, معناها les entreprises الكل ما ينجموش يتعاملوا بنفس الطريقة. Les principes. Principe 1. Les principes qui régissent une organisation ne sont pas universels. Tous les principes qui régissent une organisation sont définis en fonction de l'environnement ou du milieu dans lequel elle évolue. Principe 2. Les facteurs internes et externes de l'organisation doivent être intégrés plus efficacement. Exemple de facteurs externes comme les conditions juridiques, concurrentielles, économiques. Et les facteurs internes sont la satisfaction des besoins des clients, sa culture, ses attentes, etc. L'administration, principe 3, l'administration s'adapte à chaque situation, c'est-à-dire que les techniques administratives doivent répondre à de nombreuses situations, quelle que soit la complexité. On va mettre l'accent maintenant sur les caractéristiques de la théorie de contingence. La caractéristique numéro un, c'est donner la propriété à l'environnement externe de l'organisation. C'est quoi l'environnement externe? C'est-à-dire le fournisseur, le client, la concurrence, la région et la ville de la société. Donc, la théorie de contingence, elle donne une importance à l'environnement externe de l'entreprise. La caractéristique numéro 2, c'est la structure organisationnelle doit être flexible à s'adapter à l'environnement. Donc, c'est quoi la structure organisationnelle? C'est le système hiérarchique choisi pour organiser les employés dans l'organigramme de l'entreprise. Donc, la théorie de la contingence elle donne l'importance à la structure organisationnelle qui doit être flexible à s'adapter à l'environnement, quel que soit environnement externe ou interne de l'entreprise. Donc, caractéristique numéro 3, c'est chercher à équilibrer les conditions de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Les conditions de l'environnement externe et interne de l'entreprise, interne, c'est-à-dire les conditions qui sont au sein de l'entreprise, et les conditions externes, ce sont par exemple la région, la concurrence, etc. Donc, il doit être équilibré. Et finalement, la caractéristique numéro 4, c'est qu'il existe des facteurs externes généraux et spécifiques. Quels sont les facteurs généraux? Ce sont les facteurs juridiques, politiques, économiques, démographiques et technologiques. Et les facteurs spécifiques peuvent être ensemble des entreprises ou des personnes qui affectent à l'organisation d'une manière spécifique ou particulière, comme les fournisseurs, les clients, etc. On a le style de leader dans la théorie de contingence. Dans la théorie de la contingence, le style de base de leader est lui aussi statique. Par exemple, plus axé sur les tâches que sur les gens. Il faut donc choisir le leader adapté à une situation donnée. Donc, pour un leadership efficace, il faut adapter le style de leader à la situation. Conclusion, nous dirons que la théorie est le résultat du processus d'évaluation de management. Il vise à apporter une réponse plus appropriée aux problèmes qui affectent les entreprises dans leur situation concrète et spécifique. La chose le plus importante à comprendre est qu'il n'a pas de techniques de gestion universelles qui peuvent être utilisées dans toutes les organisations. Merci pour votre attention.
Maintenant, je vais vous présenter la théorie situationnelle qui est présentée par Ben Melek Eya et Rawi Jihen. Alors, dans cet exposé, il y aura la définition, la définition de la théorie situationnelle, le théoricien et le date de cette théorie. Troisièmement, les lois de la théorie, les styles du leadership situationnel. Cinquièmement, comment choisir le style de leadership situationnel. Sixièmement, les qualités d'un leader situationnel. Et finalement, les avantages et les inconvénients de cette théorie. Alors, pour mieux comprendre la théorie situationnelle, j'ai choisi de mettre cette image d'un caméléon. On a tous normalement connaître que cet animal change de couleur pour atteindre ou bien adapter la situation où il se trouve. Bon, la théorie situationnelle ayant le même principe qui est l'adaptation aux situations. À vrai dire, le leadership situationnel, c'est un management de proximité dont les styles s'adaptent aux situations psychologiques. Alors, cette théorie, elle a été inventée et développée par deux théoriciens qui sont Paul Hersey et Keith Blanchard en 1969. Donc, cette théorie est basée sur 4 lois qui sont, premièrement, l'efficacité d'un leader passe par le développement de l'autonomie des salariés qu'il a à sa charge. Deuxièmement, cette efficacité consiste à adapter le ou les styles de management mis en place selon la situation et l'évaluation en permanence de l'autonomie de ses collaborateurs. Et finalement, le rôle d'un leader est de créer un cadre propice au développement de l'autonomie. Alors, passons maintenant au style de leadership situationnel. Le premier style, c'est un style directif. Elle a un rôle de structurer. Le leader ayant une attitude qui donne des instructions et des consignes précises. Et au moment de la prise de décision, c'est le leader seul qui prit la décision. Le deuxième style, c'est un style persuasif. Le rôle d'un leader est mobilisé. Le leader donc donne des instructions et des consignes précises avec une explication des raisons et des choix. La prise de décision, c'est le leader qui prit la décision et avec une explication de ses choix. Le troisième style, c'est un style participatif. Le rôle de cette leader, c'est associer. Le leader parle peu, écoute beaucoup et travaille sur un pied d'égalité avec ses collaborateurs. Donc, la prise de décision est partagée avec les membres de l'équipe. Et finalement, le quatrième style, c'est un style délégatif. Le rôle de cette leader, c'est responsabiliser. C'est un leader en retrait. C'est un leader en retrait, mais est disponible et répond à toutes les sollicitations de ses collaborateurs. Donc, la décision, c'est prise par les membres de l'équipe. Maintenant, je vais vous expliquer comment on choisit le style de leadership qui convient avec la situation en question. Donc, le choix du style approprié dépend du niveau de maturité ou bien le niveau d'autonomie des membres de l'équipe. Donc, dans la situation donnée, cette maturité est évaluée à partir des critères suivants qui sont le besoin d'accomplissement, volonté de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'organisation et finalement le niveau des compétences. Par exemple, pour le niveau M1 de maturité, où les personnes dirigées ne sont ni disposées à accomplir la tâche, ni capables de le faire. Donc, le modèle le plus adapté à cette situation est le modèle directif. Alors que pour le niveau M2 de maturité, où les personnes ou les membres de l'équipe sont disposés à accomplir la tâche, euh, mais
Donc, pour le niveau M2 de maturité, où les personnes dirigées sont motivées et disposées à accomplir la tâche, mais ne savent pas comment s'y prendre, c'est le cas des débutants motivés. Donc, le modèle le plus efficace à cette situation est le modèle du leadership persuasif. Pour le niveau M3 de maturité, où les membres de l'équipe sont capables d'accomplir la tâche, mais ils manquent de confiance ou de motivation pour la mener à bien. Donc, c'est le cas du leadership participatif. Alors que pour le niveau M4 de maturité, où les personnes dirigées sont disposées à accomplir la tâche et savent comment s'y prendre, donc nous sommes dans le cas du leadership délégatif. Dans ce diapo, je vais énumérer les qualités d'un leader situationnel qui doit être perspicace, c'est-à-dire capable d'identifier les besoins de ses coéquipiers, flexible qui adapte son style de management aux autres pour mieux les aider. Troisièmement, il doit être quelqu'un digne de confiance. Bien sûr, un expert en résolution de problèmes et donne des solutions créatives. Et finalement, doué en coaching pour guider son équipe en l'encourageant. Maintenant, en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de cette théorie, donc, la théorie situationnelle présente plusieurs avantages. On peut citer, c'est reconnaître le besoin de flexibilité, créer un environnement confortable pour les travailleurs, puisqu'elle prend en compte les différents stades de développement. Elle permet aussi d'augmenter la notoriété du leader et finalement, elle aide l'équipe à mieux travailler ensemble. Malgré tous ces avantages, elle a un côté négatif. Par exemple, cette théorie concentre sur les besoins immédiats et non les besoins à long terme. Elle peut être inefficace dans les environnements axés sur les tâches. Aussi, il est peu difficile pour définir la maturité et elle ne fournit pas suffisamment d'informations pour certains dirigeants. Et finalement, elle est basée sur le niveau de compétence du leader. Merci de votre attention. Bonsoir, je présente avec vous les normes des systèmes de management ISO 9001, ISO 45001 et l'ISO 14001. Donc, nous allons essayer de synthétiser notre travail en vous le présentant selon le plan suivant. Tout d'abord, c'est présentation générale, la définition de la qualité, les enjeux et qu'est-ce que ça veut dire l'ISO. Ensuite, l'ISO 9001 version 2015, puis l'ISO 45001 version 2019, puis l'ISO 14001 version 2015. Donc, tout d'abord, j'aborderai la définition de la qualité. La qualité, c'est une aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. D'après la FNOR, un produit ou service de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. Donc, la qualité est indispensable pour améliorer l'image de marque de l'entreprise et assurer sa survie, ainsi de conquérir de nouveaux marchés et de permettre au personnel de l'entreprise de s'épanouir dans leur travail. Donc, la qualité est un état d'esprit de chercher constamment l'amélioration et de développer l'esprit d'équipe et de penser d'abord aux clients. Donc, pour les enjeux de la qualité, on a les enjeux internes, par exemple, optimiser les ressources, fournir la qualité attendue et réduire les coûts pour améliorer la rentabilité
qualité. Pour les enjeux externes, c'est de satisfaire et fidéliser les clients, refléter vers l'extérieur une image de sérieux et de satisfaire l'actionnaire et le fidéliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les O? C'est un organisme international, International Standard Organization. Son rôle est de définir et d'éditer des normes internationales. Donc, l'ISO 9001 version 2015 est la norme internationale pour les systèmes de management de la qualité publiée par l'ISO. La norme a été mise à jour en 2015. L'ISO 9001 est structuré sur le principe d'amélioration continue, c'est-à-dire le PDCA, Plan, Do, Check, Act. Il s'agit de définir les orientations et les objectifs de l'entreprise. Donc, elle contient 7 chapitres présentant ces exigences. Chapitre 4, c'est le contexte de l'organisme. Pour le chapitre 5, c'est leadership, planification, puis support. Chapitre 8, c'est la réalisation des activités opérationnelles. Chapitre 9, c'est l'évaluation des performances. Et chapitre 10, c'est l'amélioration. Ensuite, on a l'ISO 45001 version 2018, spécifie les exigences pour un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Il fournit des lignes directrices pour son utilisation afin de permettre aux organismes de procurer des lieux de travail sûrs et sains par la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail et par l'amélioration proactive de leur performance en SST. La structure de la norme. Sa structure est identique à celle de l'ISO 9001 ou 14001, à savoir un plan selon la roue de Deming, Plan, Do, Check, Act, avec pour objectif de favoriser le caractère préventif de la démarche SST sur le thème bien connu, mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, les avantages d'adhérer ISO 45000. Premièrement, l'amélioration de la sécurité des travailleurs, réduction des coûts liés aux incidents, prévention des risques sur les lieux de travail, soutenir et promouvoir les bonnes pratiques en matière de la SST, être conforme aux exigences légales applicables et enfin, création de meilleurs. Maintenant, nous avons présenté l'ISO 14001 version 2015. L'ISO 14001 version 2015 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer sa performance environnementale. La présente norme internationale est destinée à être utilisée par les organismes souhaitant gérer leurs responsabilités environnementales d'une manière systémique qui contribue au pilier environnemental du développement durable. Parmi les avantages de l'ISO 14001, on trouve l'augmentation des nouvelles opportunités, améliorer l'efficacité des ressources, s'assurer que l'impact environnemental est assuré, réduire les déchets, réduire les coûts, répondre aux obligations légales et augmenter la confiance des parties prenantes et des clients. Cette norme est un excellent moyen d'aider les organisations à identifier, à gérer, à surveiller et à contrôler leurs problèmes environnementaux tels que la gestion des déchets, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la contamination du sol, la pollution de l'air et les problèmes d'eau et d'écoute. Et finalement, on trouve que la norme ISO 14001 repose sur les 4 principes représentés par la roue de Deming. C'est un système de gestion de la qualité. Premièrement, planifier les objectifs environnementaux en lien avec la pollution environnementale de l'organisme. Deuxièmement, dérouler, c'est-à-dire mettre en place un programme des actions. Troisièmement, contrôler l'impact des actions mises en place et le bon respect envers la réglementation environnementale grâce à un audit.
Et quatrièmement, améliorer le processus grâce à des actions réfléchies. Merci pour votre attention. Et maintenant, on va vous présenter la théorie comportementale de leadership réalisée par Fatma Kourbi, Zainab Salhi et Amélie Mansouri. Donc, qu'est-ce que la théorie comportementale? Pour commencer, la théorie comportementale se concentre sur la façon dont les leaders se comportent. Elles partent du principe que ce sont les actions de la personne et non pas ses caractéristiques personnelles qui déterminent si quelqu'un est un leader. On distingue trois groupes de recherche qui ont particulièrement contribué au développement de la théorie comportementale. Le premier groupe, c'est Robert Ball et de ses associés à Harvard. Le deuxième groupe, c'est le membre de Ohio State Leadership. Et le dernier groupe, c'est le membre de l'Institute for Social Research de l'Université de Michigan. Et à partir des années 1950, plusieurs chercheurs s'intéressent non plus aux caractéristiques intrinsèques de leader, mais plutôt à son attitude et son comportement sur le terrain. Cette approche véhicule l'idée que toute personne qui parvient à adapter le comportement approprié pourrait devenir leader. Donc, la théorie comportementale apparaître et elle s'est déroulée entre 1950 et 1970.